France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum jusque 18h avec au programme à la une aujourd'hui. Le taux d'abstention s'annonce particulièrement fort pour ce dimanche lors des élections européennes. Est-ce le signe d'un rejet du système politique? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 et en nous appelant tout à l'heure au 01 40 33 9000. On en parlera aussi avec Yasser Louati dans un instant et Mehdi Chebaiki. Entretien du LGF justement et à propos de ces élections européennes, la 34e liste pour les européennes, l'UDMF et voici que les musulmans entrent dans la danse. Le quiz du LGF, qui de Yasser Louati ou de Mehdi Chebaiki repartira avec le trophée de la Champions League? Rendez-vous évidemment dans quelques minutes sur France Maghreb 2 pour le quiz du LGF. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est parti pour le coup de cœur musical pour commencer cette émission avec un petit souvenir signé Rabah Hasma pour le Bilka en force sur France Maghreb 2. Le grand forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2, une émission de débat, d'échange jusque 18h. Soyez les bienvenus avec le jeudi, c'est Louati. Comment ça va Yasser? Très bien toi Christophe. Bah très bien. Alors, il est où le micro? Pourquoi tu parles pas devant? Ah, j'ai pris le mauvais micro, pardon. Voilà. C'est mieux. Bah oui. Comment ça va mon Yasser? Bah écoute, très bien, très bien. Alors le jeudi c'est Louati, évidemment, toujours, comme d'habitude. Et aujourd'hui j'ai envie de parler parce qu'on est à 3 jours des européennes. C'est quand même une élection somme toute assez importante. Et pourtant, elle risque d'être totalement boudée puisqu'on s'attend à un record d'abstention une nouvelle fois pour cette élection européenne. Alors la question est la suivante. Pourquoi justement les Français se sentent pas sensibilisés, mobilisés par cette élection européenne? Est-ce par le manque de propositions concrètes du politique ou alors par un rejet total du système politique? Alors juste pour illustrer et pour essayer de comprendre, voici un petit peu ce qu'on peut entendre dans la bouche des politiques en ce moment et à l'occasion de cette campagne. C'est dimanche. C'est pas lundi, hein. Lundi, c'est trop tard. 67 000 morts prématurés en France liés à la pollution de l'air. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas prouvé scientifiquement. Ne vous faites pas berner une fois de plus. Ne soyez pas une nouvelle fois les dindons de la farce. N'écoutez pas que la fureur de la colère. Je vous rappelle que sur la Chine, nous avons refusé, Madame Aubry. Nous avons refusé que la Chine se voit. Vous me posez une question, est-ce que je peux vous répondre? Nous avons refusé que la Chine se voit reconnue. Avec le Canada, nous avons refusé que la Chine se voit reconnue la question de l'économie de marché. Vous prenez un mauvais exemple. Je crains que le Canada soit plutôt en matière écologique un exemple pourra vérifier. Madame Loiseau, Monsieur Bardella, Monsieur Bellamy, vous aviez probablement pas confiance en eux pour qu'ils ne soient pas représentés sur ce plateau. Mais sur le fond de la question... Débat de chef de parti d'abord, je vous signale. Alors c'est un débat de tête de liste. Moi je suis candidate à une élection européenne. Et vous nous reprochez de scruter l'élection européenne? Regardez la finale de la Coupe de France, regardez les 2 demi-finales de la Ligue des Champions. Vous dites attention, EELV, c'est la remontada. Ça va ELV, ça va faire un super score. Laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir encore une fois. Non, je suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sur moi, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Il y a une élection, oui, bon alors, Macron ou Le Pen? Ah ben tiens, il y a une autre élection, Macron ou Le Pen? Ça fatigue. Vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits, Madame Le Pen. Alors, quand il s'agit d'augmenter... Et je serais très heureux à cette occasion de voir si jamais vous avez un peu augmenté le standing. Ils sont bien ensemble. Franchement, ils sont très bien ensemble. France Insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste. Alors eux, sous l'influence de la députée Obono, la France indigéniste peut-être aussi. Oui, il faut bien qu'elle dise quelque chose, hein. Puis bon, elle n'a jamais été très maligne, donc ça s'arrange pas avec le temps. Bon, c'est grotesque, tout le monde le sait. Bon, de quoi on parle? Je suppose qu'elle parle du passage de l'islam en politique. Bon, nous sommes contre le passage de quelque religion que ce soit en politique, on l'a toujours été. Il est totalement inadmissible que je ne sois pas invité au débat de demain de BFM où il y a, normalement, j'ai été invité partout. Et vous voulez pas me répondre du coup? Non, nous avons été invités partout à tous les débats. Vous avez décidé d'exclure une seule tête de liste, c'est moi. Est-ce que vous avez regretté de ne pas vous être représenté, franchement? Franchement, oui.
Oui. Je vous réponds oui. Oui. Vous avez regretté. Parce que je pense que ma responsabilité est engagée. Ça veut dire quoi? Que vous avez pris votre décision un peu vite? Sans doute. J'en appelle ici à tous les téléspectateurs et aux Gilets jaunes, demain, de boycotter votre débat et de venir sur le site de UPR TV, notre chaîne de télévision qui a plus de 115 000 abonnés, de venir écouter mon débat. Je n'ai pas suffisamment mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur la gauche. Je n'aurais peut-être pas été élu, mais j'aurais défendu mon bilan. Alors, levons-nous, quoi, pour dire bravo à Raphaël. Voilà, on t'en met beaucoup sur le dos, mais je sais que tu seras capable de le porter avec tes camarades. Voilà, en tout cas, un parti socialiste qui, vous avez pu l'entendre, un ancien président qui regrette de ne pas s'être présenté aux élections présidentielles de 2017. Bref, ces débats en pagaille que l'on peut entendre dans les différentes télés, avec hier soir le débat de France 2. Est-ce que ce n'est pas un rejet de la classe politique dans son ensemble que les Français risquent de faire dimanche à Sarloitier avec ce taux record d'abstention que l'on attend? Ça risque vraiment d'être plus que jamais le premier parti de France dimanche soir. Concernant l'abstention, il faut quand même mettre en perspective les élections européennes semblent lointaines pour les gens. On ne sait pas c'est quoi à quoi sert l'Europe, etc. Donc historiquement, les élections européennes n'ont jamais été non plus des élections qui mobilisaient. Par contre, ce qu'il faut aussi ajouter à cela, c'est que Emmanuel Macron a polarisé le débat entre nationalistes et progressistes. Et donc, il a vidé le débat de toute substance sur l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'on va continuer avec une Europe néolibérale faite pour les banques et les actionnaires? Ouais. Est-ce qu'on va encore enterrer la transition écologique? Toutes ces questions-là ont été vidées, ou plutôt ont été écartées pour polariser le débat, comme ça a été fait pour la présidentielle. En gros, l'extrême droite face à Macron qui serait le sauveur des institutions et surtout du statu quo. Maintenant, les électeurs ne s'y sont pas trompés. S'ils n'ont pas envie de voter, c'est que quelque part, l'offre n'était pas attirante, à défaut d'avoir existé. Mais alors c'est quoi? Parce que moi je cherche à comprendre pour expliquer ce type d'abstention très importante. D'ailleurs, vous pouvez nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Vous êtes 89% à nous dire qu'il s'agit d'un rejet de la classe politique totale. Sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF, le Grand Forum, FM2, idem. C'est quoi? C'est vraiment un rejet de la classe politique dans son ensemble, ou c'est un manque de propositions concrètes? Il y a deux choses. Il y a le manque d'intérêt et deuxièmement le manque de propositions concrètes sur en quoi est-ce que les élections européennes vont influer sur le quotidien des électeurs. Par contre, sur la question qui consiste à demander est-ce que c'est un rejet de la classe politique, cette question-là serait beaucoup plus pertinente à la veille des municipales, parce que là on pourrait véritablement exprimer un vote punition vis-à-vis de Macron. C'est pas pareil. Oui, les municipales, tu sais très bien qu'on peut voter un maire de droite en étant de gauche, et l'inverse d'ailleurs. Oui, mais la question aurait été judicieuse si on voulait parler des municipales. Or là, les élections européennes ont toujours été des élections à force de mobilisation. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'abstention a toujours été élevée. C'est comme les élections prud'homales, voilà, ou cantonales. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'offre. Enfin, on sait même pas quelle est l'offre proposée par les députés, si ce n'est que pour parler encore une fois d'immigration, si ce n'est que pour parler encore une fois d'islam et de musulmans, et troisièmement, encore une fois, Emmanuel Macron qui polarise et qui se pose en sauveur face à l'extrême droite. Sauf que l'extrême droite est montée et continue de monter à cause des politiques d'Emmanuel Macron et de ses semblables, à savoir une économie néolibérale, la paupérisation à grande échelle, l'insécurité au niveau de l'emploi, et donc les gens se tournent vers ce qu'ils peuvent estimer une valeur sûre. Ça veut dire après moi le chaos, quoi, c'est ça? Quelque part, oui. Et pour Emmanuel Macron, c'est si vous ne votez pas pour moi, voilà ce qui vous attend. Alors, on se souvient aussi du foutage de gueule, parce qu'on peut vraiment parler comme ça. C'était en 2005, lors du référendum, justement à propos de l'Europe, où les Français avaient refusé. Et pourtant, on a fait passer les traités, donc on s'est foutu un peu de la gueule du monde. C'est vrai que là, au-dessus, on s'est véritablement moqué des électeurs. Les électeurs avaient refusé la Constitution européenne. Et Nicolas Sarkozy a dit que ni. Il est passé outre. Il a re-rédigé un texte en changeant quelques lignes. Et puis, il l'a fait passer par le Parlement. Et dans ce cas-là, on voit bien que le vote des électeurs ne compte pas. Et donc, la parole des électeurs ayant été ignorée, je pense qu'il y a eu un véritable divorce avec l'Europe à partir de ce moment-là.
En tout cas, la question vous est posée. S'agit-il d'un rejet de la classe politique? Vous répondez en nous appelant 01 40 33 9000 pour nous dire si oui ou non vous allez aller voter. Si oui ou non vous avez fait votre choix. 34 listes, Yasser Louati, pour une élection qui suscite pas énormément d'intérêt. Est-ce que c'est pas encore plié d'avance cette histoire pour renforcer davantage l'abstention? Parce qu'on est à se dire, mais pour qui on va voter? Franchement, trop de choix. Tu le choix. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que dès qu'il y a mobilisation, c'est l'extrême droite qui monte, parce que le vote d'extrême droite est mobilisé, et donc il sait frapper fort à chaque fois que le boulevard lui est offert pour faire passer des candidats qui la plupart du temps sont incompétents et deuxièmement n'ont aucun projet pour la France et encore moins pour l'Europe. Donc maintenant le choix est entre les mains des électeurs. Oui. Est-ce qu'ils veulent s'abstenir et encore une fois laisser passer des eurodéputés Front National qui s'allieront avec 5%, on rappelle, 5% vous avez des députés élus. Voilà, donc c'est quand même ça craint quand même si on a maintenant en plus une extrême droite qui monte au niveau national, d'avoir une alliance d'extrême droite au niveau du Parlement européen. C'est ça. 01 40 33 9000, je rappelle qu'on recevra l'UDMF Najib Azargui dans quelques instants. C'est cette 34e liste d'ailleurs qui a été recevable plus tard que la semaine dernière. Ça a été vraiment très tard, donc ils ont eu très peu de temps pour faire campagne. Est-ce un parti communautaire? Est-ce une Europe communautariste qu'ils nous proposent? Bref, on leur posera la question tout à l'heure à Najib Azargui. Il connaît un peu la maison. Et chaque fois qu'il vient, évidemment, vous pourrez, amis auditrices, auditeurs, lui parler. Est-ce que ça vous choque que l'on emploie le terme musulman dans un parti? Eh bien, vous pourrez lui poser toutes vos questions tout à l'heure. Quelles sont ses ambitions à l'occasion de ces européennes entre 17h et 18h? On va le cuisiner comme on le sait le faire, avec délicatesse et gentillesse. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, Nadia? À votre invité également. Yasser Louati. Bonjour. Bonjour Yasser. Bonjour madame. Alors ma chère Nadia, comment expliquer Nadia cette abstention qui s'annonce record, et à titre personnel, est-ce que vous allez aller voter? Est-ce que vous avez fait votre choix? Alors, à titre personnel, oui, je vais bien sûr aller voter. Ouais. Parce que tout simplement, si on se renseigne, et je pense qu'il y a une énorme abstention par méconnaissance du fonctionnement du Parlement européen, oui. et quelle incidence a-t-il sur la vie au quotidien de chaque pays. Moi, je vais voter parce que tout simplement les lois que le Parlement français établit, rédige, etc. Eh bien, c'est parfois sous l'impulsion de directives. Exactement. Alors, les directives peuvent être votées il y a 10 ans, 15 ans, puis on donne à chacun des pays un délai, une date limite, une date butoir. Ouais. Afin de légiférer en respectant cette directive, c'est une obligation. Alors par exemple, les bienfaits de l'Europe, c'est notamment tout ce qui était en rapport avec le handicap. Si en France ça a énormément évolué, c'est parce que tout simplement c'est des directives au niveau de l'Union européenne concernant le handicap. Puisque au sein de l'Union européenne, vous avez différents pays, différentes sociétés plus sensibles à telle et telle thématique, et c'est ce qui, d'ailleurs, est le point positif de l'Union européenne, de ce point de vue, puisque si en France, on comment dirais-je, un fait de société est peu et je dirais parfois tabou, dans d'autres pays ça l'est moins, et il suffit qu'au Parlement européen on ait des députés des eurodéputés qui peuvent s'intéresser aux problèmes, notamment les eurodéputés français, et s'arrimer à d'autres eurodéputés, je ne sais, de irlandais ou néerlandais, etc. Bon, voilà, ça permet de faire avancer des problématiques. Donc, de mon point de vue, c'est extrêmement important d'aller voter, parce qu'en plus, on a la chance d'être dans une démocratie. Et ne pas aller voter, c'est finalement prendre le risque un jour qu'effectivement on risque de se réveiller avec une extrême droite au pouvoir. Moi, je refuse et je ne veux surtout pas de cette situation. Donc je vais prendre mes responsabilités en allant voter. Nadia, et également... Puis je me permets de vous poser une question. Vous dites, et je l'entends bien, que vous refusez que l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais est-ce que vous pensez pas que depuis des années, en particulier sous la gauche, on a tout fait pour que cette extrême droite arrive, et j'irais même jusqu'à dire qu'on lui a préparé le terrain en votant les lois les plus liberticides? Oui, ça, moi, je vais vous dire parce que je suis pas une jeunette, mais donc j'ai vu arriver moi la montée de l'extrême droite depuis les années 70-80. Ouais. Voilà, donc ça me. D'ailleurs, très forte quand il y a la gauche au pouvoir, elle est très forte, cette extrême droite.
Oui, c'est-à-dire que c'est finalement Monsieur Mitterrand qui a accepté de reconnaître le Front National comme un parti politique. Oui. Donc, en tant que parti politique, il avait tout à fait le droit d'avoir voix de presse, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Et également, moi, je parle ne serait-ce que pour la communauté maghrébine, je la trouve particulièrement peu active, peu encline à essayer de comprendre ce qui se passe et à réagir. Et c'est donc c'est vrai que notamment tout ce qui est anti-maghrébin, anti-islam, etc. Ça donne matière. Il y a eu la matière pour le Front National pour qu'il se développe tel qu'il au stade où il en est à l'heure actuelle. Mais en même temps, autre chose. Hormis ce problème de extrême droite, etc., il faut, sauf erreur de ma part, il y a quand même énormément d'eurodéputés qui sont plutôt libéraux. Je me sens que c'est le PPE qui a le plus d'eurodéputés, j'espère que je ne me trompe pas trop parce que moi-même j'ignore certaines choses, mais en tout cas, le Parlement européen est plutôt tendance droite libérale. Donc, raison de plus pour aller voter, essayer de voter, par exemple, et moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire, c'est voter pour des eurodéputés gauche. Ah, d'accord. Alors, quelle gauche, Nadia, par exemple? Dites-nous. Alors, je sais pas encore. On a une gauche complètement divisée. Je sais pas encore parce que c'est vrai que les hommes politiques, pour tout vous dire, ils se sont appliqués ces 40 dernières années à se décrédibiliser énormément. Moi, ce que je vais mettre en avant surtout, parce que là, on est face à une mutation technologique telle que l'être humain n'a plus place. Essayer de voir parmi les tendances gauches, ceux qui se positionnent à la gauche, quels sont les plus, je dirais, qui ont des visions plus humaines, ou en tout cas l'humain peut avoir et un de leurs chevals de bataille pour qu'on puisse contrebalancer lorsque les eurodéputés voteront certaines lois, certaines directives, qu'ils puissent contrebalancer en ayant... En tout cas, ça sera pas le Parti socialiste, visiblement, Nadia. Non, parce que le Parti socialiste, il a été crédité. Vous savez de combien il est crédité? De moins de 5%. Oui, mais c'est pas étonnant parce qu'il s'est complètement décrédibilisé depuis plusieurs années, parce qu'on le vit au quotidien, on a bien vu, ils étaient au pouvoir et on a vu progressivement des... En tout cas, merci beaucoup Nadia pour votre raisonnement que vous avez pu exposer pour cette élection européenne. Donc on a bien compris que vous allez aller voter. N'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure à notre invité l'UDMF, le parti des musulmans, démocrates des musulmans. On verra avec Najib Azargui qui sera avec nous dans quelques instants. D'accord, vous pourrez lui poser vos questions vous aussi. Je suis sûr que vous avez des questions très intéressantes à lui poser. Merci Nadia. À tout à l'heure. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Pourquoi une telle abstention attendue, une abstention record pour ce dimanche, pour cette élection européenne? S'agit-il d'un rejet de la classe politique? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le Grand Forum FM2 en nous appelant comme l'a fait Nadia au 01 40 33 9000 pour nous dire vous ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe. On essaie de comprendre pourquoi autant de personnes vont bouder cette élection, et pourtant cette élection, on ne cesse de le rappeler, est ô combien importante puisque des décisions sont prises à l'échelle européenne et impactent sur notre vie à tous, puisque 70% environ des lois sont depuis le Parlement européen. Donc forcément ont un impact pour nous ici en France. Donc c'est extrêmement important de pouvoir peut-être s'y intéresser. 34 listes, 34 candidats potentiels, 34 possibilités différentes. Voilà le choix. Est-ce que trop de choix tue le choix? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que c'est là, peut-être là aussi le signe d'une démocratie qui peut-être est en panne? Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, on se pose ce type de questions et on va en parler avec vous au 01 40 33 9000 avec Yasser Louati qui est ici avec nous puisque le jeudi c'est Louati et notre invité dans un instant, l'UDMF. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. C'est le Grand Forum sur France Maghreb 2 jusque 18h avec cette question. Aujourd'hui, on est à 3 jours des élections européennes et on en parle avec vous de cette abstention record. On se pose la question de savoir pourquoi il y aura certainement l'un des records justement de cette élection européenne. On en parle avec vous au 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous dire un petit peu votre sentiment. S'agit-il d'un rejet total de cette classe politique
ou s'agit-il aussi d'un manque cruel de propositions concrètes pour répondre à la population? Vous répondez au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. 89% a pensé que il s'agit d'un rejet total de la classe politique sur Facebook. Vous continuez de voter, en tout cas sur France Maghreb 2, sur Twitter idem, le grand forum FM2. Je précise que demain on fera un grand forum spécial pour d'abord lancer le week-end de la générosité du côté de France Maghreb 2 tout au long de ce week-end en partenariat avec le Secours Islamique. On va parler de repas durant le Ramadan, d'aide justement aux plus démunis, et on sera en direct du grand chapiteau de Secours Islamique qui est à Saint-Denis demain pour un grand forum spécial. On va ainsi vous expliquer dans les coulisses comment ça se prépare, quel est le travail actif des bénévoles demain entre 16h et 18h en direct de Saint-Denis, donc du chapiteau du Secours Islamique qui servent en moyenne plus de 1000 repas par jour. Voilà, et ils font pas semblant. Voilà, tous les bénévoles sont mobilisés pour que le soir les plus démunis puissent manger à leur faim durant ce mois sacré du Ramadan, et ça a pas de prix, messieurs dames. Donc rendez-vous demain pour un LGF spécial. On sera en l'occurrence tout au long de l'après-midi en direct du chapiteau à Saint-Denis du Secours Islamique. On va quitter un peu nos studios, ça va faire du bien. Allez, 01 40 33 9000. Mon cher Yasser, je regarde un petit peu tes tweets, parce que ça tweete pas mal du côté de chez Loiti. Ouais. Et j'ai vu, alors il y a un tweet qui m'a interpellé. Un fin de Ramadan sanglant en Arabie Saoudite avec quelques immeubles qui risquent d'être pendus. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Yasser? L'escalade de la région va profiter au boucher MBS qui va lui purger l'Arabie Saoudite de tous les opposants politiques. En gros, c'est que la ligne religieuse de MBS, c'est d'avoir un islam salafiste qui adule le gouverneur, et auquel cas qui demande une obéissance aveugle et totale aux dirigeants. Et dans ce cas, ceux qui ne le font pas sont considérés comme des hérétiques, etc. Ouais. Donc, étant donné que ces responsables religieux-là, à commencer par Salman al-Ouda, qui ne sont pas des personnes qui sont connues pour leur radicalisation, c'est des personnes qu'on peut appeler avec facilité modérées, ont refusé de se soumettre au diktat d'MBS. Et donc pour lui, c'est qu'apparemment il y a une fuite qui est parvenue et qui a été publiée sur le site Middle East Eye, que le MBS... un très bon site d'ailleurs. Très bon site, qui aurait ordonné l'exécution de ces 3 personnes-là après la fin du mois de Ramadan. Ah, et oui. Donc là, ça confirme la répression qui touche toutes les personnalités religieuses du Royaume d'Arabie Saoudite qui refusent de se soumettre à la volonté de MBS. Et auquel cas, ces personnes-là sont des prisonniers politiques, des prisonniers de conscience et des prisonniers qu'il va falloir à un moment libérer parce qu'ils ne méritent pas d'être enfermés. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas. La question n'est pas là. La question, c'est que ces personnes-là sont enfermées pour leurs idées. Oui, c'est toute la question. Donc voilà, merci beaucoup Yasser, parce que c'est vrai que c'est pas ce genre de sujet donc on évoque dans les grands médias mainstream, pas du tout, au contraire, puisqu'on préfère être amis. Parce que des imams qui se font couper la tête, ça en France, ça on s'en fout. On s'en fout. Et puis on préfère leur vendre des armes. Exactement. Voilà. On préfère aller défiler dans le consulat ou l'ambassade saoudienne, comme le font les notables du gouvernement français, aussi bien les responsables de l'islam de France, sans les nommer, les gens du CFCM, les soi-disant intellectuels. Tiens, t'es pas invité au iftar du CFCM mardi 28? Qui ça, moi? Oui, toi, Yasser Bati. Non, ça me semble pas, moi. Non. Bon. En tout cas, voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il aura lieu le 28 mai, l'iftar. Restez avec nous, avec tout de suite, tiens, Mohamed qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, si Mohamed? Donc, Marseille. Marseille, très bien. Alors, on vous écoute. Ah, ça a coupé, Mohamed. Qu'est-ce qui se passe? Bon, rappelez-nous, mon cher Mohamed. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Allô, bonsoir. Oui, c'est Mohamed. J'ai pas été coupé. Ah, vous n'avez pas été coupé. Bon, je sais pas ce qui s'est passé sur mon standard. Bon, l'essentiel, c'est que vous soyez là. Soyez le bienvenu, mon cher Mohamed. Merci. On vous écoute. Merci de nous donner la parole. On vous écoute, cher Mohamed. En fait, moi, je voulais réagir juste par rapport aux élections européennes. Je vous cache pas que je suis totalement perdu par rapport à ces élections. En fait, moi, je suis fonctionnaire. Je fais les enveloppes. Je participe aux enveloppes, donc la mise sous pli, tout ça, et après les envois. Par contre, moi, je trouve que dans ces élections, on est tellement perdu, on est tellement occupé par la vie au quotidien que c'est difficile, que on sait plus de quoi ça parle, on connaît plus le sujet, on se connaît pas les principes, on connaît pas, ce que les propositions. La seule chose qu'on a retenue, en tout cas pour mon cas, j'ai retenu qu'il y avait
on va dire, une petite guerre entre l'Oiseau et Gambardella. Enfin, je sais pas exactement comment il s'appelle, le Front National. Ouais. Allô? Oui, on vous écoute, Mohamed. Oui. Donc, en fait, franchement, c'est, je sais plus comment il s'appelle, Campanella ou quelque chose comme ça. Bardella, ouais. Voilà, c'est ça, la tête des listes du Front National. Ouais. Et Nathalie Loiseau, c'est la seule chose dont on parle. Je regarde, de les chaînes d'infos, on parle que de ça. Franchement, à aucun moment j'ai eu le temps de voir, franchement, quelqu'un où on va dire, voilà, on va là pour faire ça, exactement, comme ça. Est-ce que vous avez fait votre choix, Mohamed, vous, pour dimanche? Franchement, non, et je pense que je vais pas y aller voter. Ah oui, vous n'allez pas y aller? Vous devriez pas. Je vais pas y aller. Moi, j'ai vu, en fait, franchement, comme je fais les mises sous pli, j'ai pu voir les différents papiers qu'on envoie aux personnes. Ouais, les professions de foi. Voilà, ça c'est pas plus intéressant que ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a plus à faire en France que là, on se perd dans des choses qui sont franchement pas vraiment intéressantes. Enfin, je vais corriger, en fait. Je vais plutôt dire des choses qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas directement. Il y a qu'elle vous concerne et vous les subirez à partir du lendemain du vote. Vous savez très bien que les directives européennes s'appliquent en France. Donc bien sûr, moi je comprends que le débat vous intéresse pas. C'est vrai qu'il a vraiment été torpillé et vidé sa substance. Maintenant, rien ne vous empêche de regarder les différentes propositions des candidats et voir celle qui vous convient le plus. Oui. Mais là à s'abstenir... Il ne devrait pas s'abstenir? Non, pas du tout, parce que l'abstention profitera à Marine Le Pen quoi qu'il arrive. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Merci en tout cas, Mohamed. Vous avez encore 3 jours pour réfléchir en tout cas. C'est ça. On va essayer de voir. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite bonne fin Ramadan. Merci. Et j'aurai l'occasion de vous rappeler pour vous souhaiter Sahaïdkom, Inch'Allah. Je souhaite juste un petit truc, s'il vous plaît. J'ai mon épouse qui est malade. Oui. Qui est malheureusement qui a un cancer. Et s'il vous plaît, s'il y en a qui peuvent faire des doigts, c'est toujours bon. C'est noté. Bon courage en tout cas et beaucoup de patience. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Mohamed, merci beaucoup. Au revoir. 01 40 33 9000 évidemment, et on pensait à toutes celles et tous ceux qui sont malades, toutes celles et tous ceux qui sont seuls aussi durant ce mois du Ramadan. Et c'est pas facile, c'est vrai, quand on est seul pour le Ramadan. Voilà, bon. En tout cas, grosse pensée, la radio est là pour vous accompagner quoi qu'il en soit. On est rejoint par Mehdi Chebaiki. Salut mon Mehdi. Salut à tous. Salut Mehdi Chebaiki, Yasser Louati, je te le présente, voilà. Enchanté. Un Marseillais. Inconnu au bataillon, enchanté, mais c'est un quoi? Un Marseillais face à Agnolet. Non, c'est un Parisien. Je suis parisien moi. Ah bon? Mais j'aime l'OM. Non, j'ai eu peur là. un Parisien. Je dis ça y est, c'est converti au PSG. Non. Ma ville c'est Paris. Par contre, mon équipe de foot c'est l'OM. Ouais. La vie c'est comme ça, tu vois. C'est bien à ton drame. Encore un apatride. Un apatride, oui. Non, c'est quelqu'un qui aime le vrai foot, on va dire. Oui, bien sûr. Bon, alors, Mehdi Chebaiki, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de vous départager pour gagner le trophée de la Ligue des Champions, de la Champions League dans le LGF tout à l'heure. Mehdi, la question qu'on pose aujourd'hui aux auditrices, aux auditeurs, on est à 3 jours des élections européennes, une élection dont on annonce visiblement un record d'abstention. Et la question qu'on peut se poser, on essaie de comprendre pourquoi il y a cette abstention aussi importante. Est-ce qu'il s'agit d'un rejet de la classe politique, d'un rejet total, ou est-ce qu'il s'agit aussi d'un manque de propositions concrètes pour les citoyens que nous sommes? Et voilà, 2 réflexions en tout cas qu'on pose sur la table et que l'on soumet avec les auditeurs au 01 40 33 9000 sur Facebook pour voter France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Quel est ton avis toi Mehdi? Et est-ce que le fait d'avoir 34 listes, d'ailleurs on recevra dans quelques minutes, il m'annonce qu'il aura 5 minutes de retard, ça commence bien, Najib Azargui qui est la tête de liste de la liste de l'UDMF, c'est l'Union démocratique des musulmans français, la 34e liste qui a été recevable la semaine dernière, va venir nous présenter son projet européen communautariste. Je ne sais pas, en tout cas on lui posera la question. Mehdi, bref, alors quel est ton avis sur tout cela? Disons que pour moi la responsabilité en incombe au premier lieu aux élites politiques de ce pays. On peut pas se plaindre qu'un peuple refuse d'aller voter, en tout cas refuse en masse d'aller voter, prône l'abstention, ne daigne pas prendre 5 minutes pour aller voter. Quand on voit les résultats de 30-40 ans de construction européenne et de politique nationale,
Un peuple, ça se guide. En ce qui me concerne, je pense que les peuples doivent être guidés par une élite. Une élite n'est pas là pour demander son avis au peuple, en tout cas pas tout le temps pour demander son avis au peuple et dire qu'elle pense comme le peuple. Elle est là pour faire des propositions. Et ensuite, c'est au peuple de choisir entre ces différentes propositions. Quelles ont été les propositions que nous ont faites par les élites politiques françaises sur ces 20 ou 30 dernières années? Oui. Absolument aucune. Et lorsqu'elles ont eu lieu, lorsqu'il y a eu proposition, c'était généralement la proposition entre la peste et le choléra. Donc pour l'Europe plus particulièrement, on a une institution européenne, on a une grosse machine européenne dont à peu près personne ne sait exactement comment elle fonctionne. On sait qu'on a une assemblée à Strasbourg. À quoi sert-elle? Sachant qu'il y a la commission à Bruxelles et sachant qu'à Francfort, on a la banque. Donc on a différents pouvoirs qui sont représentés dans différentes villes et personne ne sait exactement qui est responsable de quoi dans cette grosse institution. D'ailleurs, à ce propos, il y a Asselineau qui propose lui de remplacer le Parlement à Strasbourg par le siège de l'UNESCO. Le siège de l'UNESCO, il servira pas non plus à grand chose, en tout cas pour les Européens. Asselineau prône la sortie de l'Union européenne. Oui, donc lui, à la rigueur, lui, il est dans son rôle. Mais en ce qui concerne vraiment l'Union européenne, quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Si l'Europe va mal, qui est responsable? Et étant donné qu'il y a une dilution de la responsabilité au sein de toutes ces institutions européennes, aujourd'hui les peuples veulent voter pour qui? On ne peut même pas sanctionner quelqu'un parce qu'on ne sait pas qui est aux manettes de cette institution européenne. Alors on va prendre l'avis de Adèle, messieurs, qui est avec nous, qui nous appelle et qui nous écoute aussi en région parisienne et les raisons sur France Maghreb 2, bien sûr. Adèle, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. Alors, Adèle, vous écoutez un petit peu les interventions depuis tout à l'heure. On est en train de parler des européennes et de cette abstention qui s'annonce record et qui, de toute façon, somme toute, sera le premier parti de France dimanche soir. Quelle est votre analyse sur tout cela, Adèle? Moi, je pense que le pas de confiance a été rompu avec le peuple européen, ou français plutôt, lorsque le peuple français a voté non pour l'Europe. En 2005. En 2005, c'est ça? Oui. Et que cela a été transformé en oui par la classe politique en faisant je sais pas quoi et en écrasant le vote du peuple. Est-ce que c'est alors Adèle, est-ce que c'est le fruit d'une bonne démocratie, Yasser Louati, ça, que de tromper des résultats de la sorte parce que ça n'arrangeait pas la classe politique? Non, absolument pas. Ça a été une violation totale du pacte entre électeurs et élus. Et c'est vrai qu'après, moi, sincèrement, pour moi, le divorce total entre les Français et l'Europe remonte à 2005. Ouais. Ça veut dire, en fait, vous voyez bien que votre volonté ne vaut rien. Il y a eu Maastricht aussi, apparemment. Il y a eu aussi Maastricht, mais 2005 était beaucoup plus flagrant puisqu'on a eu carrément un vote non. Et là, qu'on a fait passer en catimini via le Parlement. Et donc là, ce n'est pas une démocratie. Déjà, est-ce qu'on est vraiment en démocratie en France avec le régime de la Ve République? La question mérite d'être posée. Maintenant, quand un vote va dans un sens et qu'on applique une décision contraire, non, absolument pas. Et les Français ont le droit de rejeter cette politique qui ne sert pas à leurs intérêts, mais les intérêts d'une Europe qui tourne pour les banques et les lobbies. Ça s'entend, ça, Mehdi, pardon Adèle, Mehdi Chebaïki, ça s'entend ça. Effectivement, quand on trompe comme ça des résultats d'une élection, les Français, faut pas les prendre pour des pigeons non plus, hein. Il faut pas les prendre pour des pigeons et pourtant c'est ce qui est fait depuis un certain nombre d'années. Non, Yasser a très bien résumé la situation. Voilà, il y a des votes qui ont été faits, on a été absolument contre l'avis du peuple souverain. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous vend la politique française. Le peuple est souverain. Le peuple a voté. On a fait revoter pour le traité constitutionnel européen après 2005 car on avait estimé que le peuple avait mal voté. En Grèce, le peuple a mal voté. Il y a tout un tas de pays où les peuples ont mal voté et où généralement soit on leur fait payer, soit on revote derrière pour invalider ce que le peuple a dit. Voilà ce que c'est aujourd'hui. C'est ça. On l'a fait pour la Grèce, par exemple. Oui, la Grèce, évidemment. Adèle, pour terminer. Et deuxièmement, je pense que, et malheureusement, si on fait un deuxième vote ici pour aujourd'hui, si on est pour ou contre l'Europe, j'ai bien peur que ce soit non. Donc, c'est normal que les gens ne se déplacent pas pour voter. Merci Adèle pour votre appel, en tout cas, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vraiment c'était vrai ce système de rejet total de l'Europe, un mec comme Asselineau et un parti comme
son parti là ferait des gros scores aux élections européennes. Or, visiblement, il n'est pas crédité de grand-chose. Ouais, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas intéressés à la politique. Arrêtez, il est connu, Asselineau. Il a des affiches partout à Paris. Vous êtes sérieux là? Oui, à Paris, mais le monde s'arrête pas à Paris. On aime Paris, mais on n'est pas le centre du monde de la France non plus. Oui, mais à Paris, il devrait faire des gros scores. Il y a tout un tas d'affiches. Tu sais, comment dire, Christophe? Il y a tout un tas d'affiches. Moi, tu me donnes des noms de gens sur les affiches qui actuellement, je pourrais pas t'en citer 6. Hein. Ah bon? Non, je serais pas en capacité de t'en citer 6. Il y en a 34 déjà. 34. Dont un 34e qui entre dans le studio là. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'Asselineau, c'est quand même, ça reste malgré tout un micro-parti. C'est quelqu'un qui commence à avoir accès aux grands médias, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et puis, les gens qui ne sont pas vraiment intéressés par la politique, ne vont pas avoir accès à son discours. Il faut vraiment s'intéresser à la politique française et européenne pour avoir accès à son discours. C'est pas quelqu'un qui passe, pour le moment, en tout cas, chez Hanouna, par exemple. Non, ça c'est sûr, oui. Pas vraiment le profil, en tout cas. Bon, on continue d'en parler. Ça tombe bien, parce que, avec nous sur France Maghreb 2, Mehdi Chebaiki, Yasser Louati, ils sont avec nous en direct et on va accueillir notre invité. Je rappelle donc que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. On attend vos appels parce que vous avez la possibilité de questionner nos invités aussi. Vous êtes aussi vous les acteurs, bien sûr, de cette émission. 01 40 33 9000. C'est parti pour l'entretien de ce grand forum en ce jeudi avec l'UDMF. Alors l'UDMF, on le connaît, l'UDMF, c'est le parti de l'Union démocratique des musulmans français. Najib Azergui, bonjour. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs de France Maghreb. Comment ça va, Najib? Ça va très bien, désolé pour mon petit retard, je suis en train de reprendre le souffle en parallèle. C'est important, tu sais, d'arriver à l'heure. Oui, la ponctualité. Tu sais que les résultats d'élection, c'est 20h dimanche. Hein. Alors on aura les résultats dans la soirée. À partir de 20h, ce sera les derniers bureaux de vote qui fermeront. Bien sûr. Et je pense que tout le long de la soirée, on sera très très vigilant. Bon, alors moi j'ai envie de te demander la première question toute basique, comment ça va depuis le temps qu'on s'est vu? Écoute, très très bien. Comme tu vois, on n'a pas chômé, hein. On a beaucoup travaillé et aujourd'hui, on est fiers de présenter une liste très très hétéroclite, hein, qui est répartie en plus sur une large partie du territoire national français pour cette élection européenne, hein, de dimanche prochain, baptisée Une Europe au service des peuples, et qui est portée effectivement par notre mouvement, l'UDMF. Alors je demande à Mehdi Chebaiki, notre Lyonnais, s'il connaît l'UDMF. Ah, il est parti. Alors je vais le recontacter. Ouais, absolument, on a été coupé. On va le rappeler tout de suite. Yasser Louati, est-ce que tu connais, toi, l'UDMF? Oui, j'en ai même qui me demandent de venir à leurs événements. C'est sur Facebook. Tu es le bienvenu. Merci. Bon, en tout cas, alors Najib Azergui, donc on le disait, candidat. Pourquoi vous avez mis autant de temps pour être, je veux dire, la 34e liste? Justement, ça a pris un peu de temps et apparemment quelques difficultés. J'avoue qu'on a passé pas mal de temps. Et on a retrouvé Mehdi Chebaiki, pardon. D'accord. Allez. Oui, on a passé pas mal de temps effectivement au ministère de l'Intérieur. On est presque devenus des intimes et des habitués. J'ai presque eu un badge, non pas temporaire, mais permanent, tellement on est passé dedans. Pourquoi? En fait, on a déposé, donc comme tous les candidats, notre liste avant le 3 mai. Hein, c'était la date de date butoir. Ouais. Alors. Ensuite, il y a un contrôle qui est fait, donc on a eu notre agrément comme tout le monde le vendredi soir, le vendredi 3 mai. Et puis normalement, on était censé paraître au journal officiel parmi les 34 listes. Sauf qu'effectivement, il y a eu un recours qui a été déposé durant la nuit au Conseil d'État parce qu'il y avait quelques soucis sur certains formulaires. Qui a déposé le recours? Alors c'est le ministre de l'Intérieur. D'accord. Parce que tout simplement, effectivement, il y a une candidate notamment qui a oublié de signer son formulaire. Donc c'est très très strict, hein, c'est très administratif. Donc elle a bien fourni sa pièce d'identité, son attestation sur liste électorale, tout a été fait, sauf qu'elle avait oublié de signer. D'accord. Donc sur les 79 candidats, donc il faut déposer un dossier qui est quand même assez conséquent de 79 colistiers, hein, et avec effectivement un certain nombre de documents. Et lors de la premier examen de notre dossier, il y a pas eu effectivement de ce genre de choses qui ont été remontées. Mais après, ils ont 48 heures pour vérifier l'intégralité des documents et pour après valider en donnant un agrément officiel ou bien faire comme nous on a eu. Donc on a passé durant tout le week-end, hein, on a dû travailler avec le Conseil d'État pour prouver déjà la véracité de l'ensemble de nos candidats et pour produire les pièces qui manquaient,
Donc lundi, suite au jugement au Conseil d'État, on nous a redonné un délai supplémentaire de 48 heures pour redéposer ces derniers documents qui posaient problème. On vous a un peu embêté jusqu'à la fin, quoi. C'est oui, ça. Oui, c'est ça. Mais vous êtes habitués. On est, c'est vrai, les invités de dernière minute. Bon. Alors, Mehdi Chebaiki, est-ce que tu connais l'UDMF? Il est où, Mehdi? On l'a perdu encore. Qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi il se perd à chaque fois qu'on lui parle de l'UDMF? Ça devient inquiétant, comme cette histoire. Non, je pose des questions, quand même. n'est pas stable, ou il doit être sur un téléphone portable. Bon, je sais pas. En tout cas, on tente de rappeler notre ami Mehdi Chebaiki, notre Lyonnais. Voilà, je crois qu'il est là. Mehdi Chebaiki, tu es là? Bien sûr que je suis là. Bah, je sais pas ce que tu fais, voilà. Bon alors, Mehdi, je te posais la question. Est-ce que tu connais l'UDMF? Nous avons ici en plateau Monsieur Najib Azargui, qui est la tête de liste. T'es tête de liste, Najib? Tout à fait. Voilà, tête de liste l'UDMF. Est-ce que tu connais, Mehdi? Je connais l'UDMF, en effet. Bon, alors l'UDMF, qu'est-ce que ça t'inspire, Mehdi? J'avais eu l'occasion d'assister à un meeting de l'UDMF à Vaux-en-Velin il y a quelques années. C'était avant la présidentielle. D'accord. Donc, Monsieur Azargui doit s'en rappeler. Ah, c'est le Mehdi de Lyon. Voilà, c'est le Mehdi de Lyon, il est chez nous. Le Mehdi de Lyon qui t'a posé quelques questions un peu emmerdantes, non? Non, pas du tout, d'accord. Ouais. Non, c'est vrai que on avait déjà beaucoup discuté ensemble avant ce meeting et on a eu le plaisir de se revoir lors de ce meeting. Bah ouais, non, mais en tout cas. Bon, alors on va y aller de but en blanc, mon Najib. Tu sais qu'ici, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Alors, parmi les personnes qui sont sur ta liste, les colistiers, on appelle ça. Vous êtes 79. Exact. Comment s'est fait le recrutement? Parce qu'il y a par exemple quelques profils qui posent question, notamment sur un certain Hassan Tahan, je crois, qui est un pro Bachar al-Assad, par exemple. Alors déjà, c'est Bassam Tahan. Bassam Tahan, pardon. Effectivement, oui, j'ai. Non pas que ça me dérange, je pose juste la question. Attention. Non, mais il y a aucune question qui sera tabou, en tout cas pour moi. Donc tu l'as dit, cette liste est composée de 79 candidats. Oui. Je précise que tous ne sont pas musulmans. C'est le cas également de Bassam Tahan que tu as cité, qui est chrétien d'Orient. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes, beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout croyantes, qui sont athées même. Alors au sein de l'UDMF, on a beaucoup de personnalités. Je pense que si on fait un travail en regardant le dossier de chacun des candidats, y compris pour moi-même, je pense qu'on pourrait déterrer certaines choses. Donc les positions de Bassam, ses positions personnelles n'engagent effectivement que sa personne. Au sein de l'UDMF, tout le monde, en tous les cas, croyants ou non croyants, sont tous orientés vers la même thématique et le même cap, qui est effectivement d'abord la défense auprès des opprimés, des sans-voix, de ceux qu'on a confisqué la parole, et surtout de la défense des libertés individuelles qui sont aujourd'hui clairement menacées. Donc nous avons une liste extrêmement ouverte, comme tu peux le constater, et effectivement chacun est libre d'avoir des opinions qui sont très parfois divergentes au sein de l'UDMF. Il y a effectivement des personnes qui ont une vision très rigoriste, d'autres complètement à l'opposé, mais l'idée c'est effectivement de travailler sur le même cap. Alors j'ai cru lire que tu n'avais pas hésité à comparer l'UDMF au parti chrétien. Alors ça c'est important de le souligner. On fait ce comparatif pour simplement rappeler aux millions de citoyens français qu'il existe en France un parti chrétien-démocrate. Oui. L'idée est de dire que nous ne sommes pas des extraterrestres en la matière, et qu'au sein notamment, si on fait ce comparatif-là, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, le nombre de partis qui se revendiquent clairement de l'héritage chrétien, il y en a pas mal, notamment l'Union des démocrates chrétiens en Allemagne, d'Angela Merkel, et donc il y en a beaucoup. C'est simplement pour expliquer que nous ne sommes pas un extraterrestre, et que si on veut faire une comparaison objective, il existe d'autres formations. Donc ça veut dire que vous allez servir les intérêts des musulmans dans cette élection? Alors, en tout cas, c'est vrai que ce qu'on nous reproche énormément ces derniers jours, c'est de parler de la souffrance également des musulmans. Nous, on veut interpeller notamment l'opinion publique sur un racisme qui est devenu aujourd'hui une banalisation, qui est ce on qualifie d'islamophobie. Donc il y a un racisme qui est devenu acceptable ces dernières années. Donc vous êtes un parti communautaire. Alors, la souffrance de ces citoyens-là ne doit pas être une souffrance communautaire qui ne concernerait finalement que ceux qui en sont victimes. Je pense que cette banalisation des discours identitaires, cette haine aujourd'hui décomplexée envers les citoyens de confession musulmane, ne doit pas être un problème communautaire, ça doit être un problème de toute la nation. Non mais d'accord, mais vous savez bien, monsieur Azargui, que quand on parle des musulmans aujourd'hui, on vous enferme directement dans la communauté. Donc vous êtes un parti communautaire, il faut l'assumer, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, alors, encore une fois, sur la liste... D'abord, dès lors qu'on met musulmans dans un nom de parti, c'est qu'on quand même... Voilà.
Alors il y a une vocation, et ces questions-là sont des questions récurrentes. Et oui, je sais. J'ai déjà posé 100 000 fois. Mais il faut les reposer puisque c'est très important de faire un travail de pédagogie. Je pense que avant tout, aujourd'hui, il y a un vrai procès d'intention à partir du moment où une personne comme moi, qui a un patronyme très particulier, avec une origine très particulière, on est tous taxés de communautaires à partir du moment où on ne fait pas partie d'une norme. J'interpelle simplement C'est pas une mauvaise chose pour certains, le communautarisme. Pour le groupe dominant, oui, c'est une très bonne chose. Il y a deux types de notions. Il y a ce qu'on appelle le communautarisme primaire. Vous savez, c'est le communautarisme qui consiste à militer pour les intérêts de ceux auxquels on fait partie, au mépris des autres. Et c'est sur ce point-là qui est condamnable. Aujourd'hui, on peut parler d'un communautaire extrêmement aggravé, qui est celui d'une certaine élite en France, qui travaille et qui milite pour ses propres intérêts au détriment du reste de la France. Alors, et là, effectivement, c'est du communautarisme extrêmement aggravé. 01 40 33 9000, vous allez pouvoir nous appeler pour nous dire si vous êtes prêt éventuellement à voter l'UDMF, si vous vous sentez proche, de quelle manière. 01 40 33 9000. Mehdi Chebaiki, je te laisse un peu Najib dans les mains là. Qu'est-ce que tu as à lui poser comme question avant de également que Yasser puisse poser quelques questions là aussi, parce qu'on est là pour cuisiner notre invité qui est avec nous, Najib Azargui, donc tête de liste de l'UDMF. Alors l'UDMF, c'est l'Union démocrate. Alors, l'Union des démocrates musulmans français. Mehdi Chebaiki. Moi, ce qui m'intéresse avant tout dans cette candidature, c'est un peu la même chose que ce qui s'était passé lors de l'élection présidentielle, la candidature UDMF à l'élection présidentielle. C'est la stratégie et les objectifs. Pour moi, c'est primordial. Quelle est la stratégie adoptée, le discours général pour les médias, mais également les objectifs. Et les objectifs doivent être chiffrés et atteignables. Sinon, c'est pas des objectifs, c'est des rêves ou des fantasmes. Et là, la question donc que je vais te tutoyer si ça ne te gêne pas, Najib. Non. Ça te gêne peut-être? Non, ça gêne pas, t'inquiète pas. Ah, j'ai pas entendu, d'accord. Ouais. Voilà. Quels sont en fait tes objectifs chiffrés pour cette campagne? Vous savez que ça, c'est pas des questions à la Laurent Ruquier ou je ne sais quoi. On est sur France Maghreb 2 là, mon Najib. Il y a aucun souci. Laurent Ruquier, je pense, aurait posé les mêmes questions. Je sais pas. Alors, Mehdi, je t'avais déjà répondu par rapport à la présidentielle. Nous, ce qu'on a dit dès 2012, lorsqu'on a présenté notre offre politique, c'était une offre qui allait effectivement s'inscrire dans le paysage politique français et qui allait prendre du temps pour s'enraciner. Notre objectif, et sur ça il y a une cohérence, c'est qu'on a voulu être présent dans chaque rendez-vous électoraux locaux, mais également majeurs de notre pays, y compris les élections présidentielles. Alors, de dire que c'est un doux rêve, un fantasme, moi personnellement, dans mon intention, je travaille pour un objectif qui est celui-là, de pouvoir en tout cas apporter de véritables propositions, mais surtout d'interpeller le peuple français sur certaines incohérences, notamment par rapport au pacte républicain qui aujourd'hui est en train de voler en éclats. Derrière. Excuse-moi, je peux t'interrompre une seconde? Tu me permets? Seconde, oui. Alors en fait, c'est juste pour revenir sur, parce que ça fait plusieurs fois que tu emploies cette expression d'interpeller le peuple français. Est-ce que réellement aujourd'hui, ce dont nous avons, si tu penses qu'il faut interpeller le peuple français, est-ce que c'est par les urnes que ça se passe? Par les urnes, selon moi, je peux me tromper, mais selon moi, c'est pas interpeller le peuple français, c'est proposer quelque chose en espérant gagner. Bon, je sais qu'avec les moyens de l'UDMF, vous ne visez pas la première place des partis qui sont en lice. Mais interpeller le peuple, ça peut se faire par d'autres moyens, par des conférences, par du média, par ce qu'on fait actuellement d'ailleurs à la radio. Mais est-ce que les élections sont vraiment un moyen d'interpeller? Est-ce que ce n'est pas justement détourner les élections de leur véritable signification? Ça, c'est de la question et tu y répondras dans un instant, Najib Azargui, parce que c'est l'heure de la pause avec Yasser Louati, Mehdi Chebaiki et vous, amis auditrices, auditeurs, venez aussi poser vos questions, il est avec vous. Et comme dans cette émission de tradition, tous les invités passent aussi par les questions des auditrices, auditeurs. Vous avez des questions à lui poser à Najib Azargui, quel est le programme, sur quel sujet qui vous intéresse. Bref, vous nous appelez 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. C'est le grand forum jusqu'à 18h. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laxmi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. L'allaitement est un moment de communion entre la mère et son bébé. Il n'est plus dans ses entrailles, mais le lien est encore fort. Un moment d'échange unique au monde. Alors qu'en est-il du jeûne? Plusieurs situations peuvent se présenter. Votre bébé est prématuré ou présente un besoin en nutriments de qualité et votre pédiatre vous conseille un allaitement intensif et exclusif au sein. Le mieux et le plus optimal à ce moment est de ne pas observer le jeûne.
Vous souhaitez un allaitement exclusif au sein. Aujourd'hui, les études montrent que l'allaitement maternel pourrait prévenir la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez tenter le jeûne, et si votre lait diminue significativement, vous n'aurez qu'à rembourser les jours non jeûnés ultérieurement. Vous préférez peut-être un allaitement mixte. C'est également une bonne solution qui ne s'oppose pas au jeûne. Il faut savoir que l'allaitement n'est pas incompatible avec le jeûne. Dès lors, vous êtes en bonne santé, bien sûr. Vous aurez soif, beaucoup plus que les autres, parce que l'eau que vous aurez bu au suhour sera utilisée pour fabriquer le lait, et vous serez fatigué, ce qui peut être éprouvant après une grossesse et un accouchement. Cependant, sachez que votre lait sera quand même de bonne qualité. C'est la quantité de votre lait qui pourrait faire défaut. La cause est la longueur de la journée qui sera à l'origine de la soif et pas la privation de nourriture. Un ramadan d'hiver, par exemple, ne sera pas aussi pénalisant sur la quantité de lait. Il faut noter cependant que certaines femmes gardent une quantité de lait correcte même pendant le jeûne. Alors si vous optez pour le jeûne, je vous conseille de commencer l'introduction du biberon au moins une semaine avant le début de Ramadan. Sinon, procédez avec douceur. L'introduction du biberon est un moment stressant pour vous et pour le bébé qui est connecté à votre psychisme et qui risque de refuser le biberon s'il est imposé de façon brutale. Le mieux est de l'introduire très progressivement. Optez pour la sérénité et la transition délicate. Alors en cas de jeûne, je vous conseille de manger de façon équilibrée, faire une sieste ou 2 siestes pendant la journée pour récupérer de la fatigue de la grossesse et des nuits de sommeil entrecoupées par les réveils de bébé, car le manque de sommeil et la fatigue peuvent diminuer la quantité de lait aussi. Boire un demi-litre d'eau à l'aube, car le manque d'eau n'altérera pas la qualité de votre lait, mais la quantité pourrait être réduite. Évitez le stress et le bruit, lire le Coran ou l'écouter, car il apaise l'esprit. Et si vous avez du monde à la maison, c'est vous qui devriez être chouchouté, pas vos invités. Quelques conseils nutritionnels s'imposent. Ne mangez pas pour 2, vous prendrez du poids inutilement. Mangez équilibré, c'est-à-dire de tout, fruits et légumes, de la viande rouge, au moins 3 fois par semaine, du foie de veau, du poisson pour les oméga 3 et des laitages pour le calcium. Alors quel rythme alimentaire adopter ? Le plus optimal pendant des journées longues et des nuits courtes, c'est de prendre 2 repas complets et une collation. Au repas de l'iftar, des dattes, des pruneaux, des figues séchées ou du chocolat de bonne qualité avec un verre de lait. Une soupe de légumes pourrait être la bienvenue aussi. Préférez les veloutés de légumes mixés avec une cuillère à café d'huile de colza parce qu'il est riche en oméga 3 ou de l'huile de noix qui est également riche en oméga 3 ou de la crème fraîche normale, jamais allégée car elle contient de la vitamine A et D qui sont utiles pour votre bébé. Accompagnez votre soupe d'un féculent complet et bio ainsi que d'une viande ou d'un œuf et demi. Au moment de la collation, prenez un laitage de votre choix. Vous pourrez l'accompagner de céréales, de flocons d'avoine ou de muesli si vous avez faim. Dormez, le sommeil est capital pour la synthèse du lait. Suivez le rythme du bébé, si vous le pouvez bien sûr. Au suhour, ou repas de l'aube, essayez de vous lever pour le suhour, car c'est un repas qui est fondateur pour une longue journée de jeûne, allaitant ou pas d'ailleurs. Attablez-vous autour d'un steak haché ou d'une entrecôte si vous pouvez. Sinon, prenez 2 tranches de poulet ou de dinde qu'on trouve dans le commerce toutes prêtes. Accompagnez votre pain avec du son. Si vous le faites maison, c'est mieux. Associez-le à du son de blé ou du son d'avoine. Bio. Mangez une tomate tranchée avec un filet d'huile d'olive ou du basilic par exemple. Ce modèle n'est bien entendu qu'un exemple. À vous de varier et d'innover. Si bébé pleure pendant que vous mangez, c'est papa qui s'en occupe. Finissez votre repas. C'est important pour vous et pour le bébé. N'oubliez pas les 2 verres d'eau qui assureront la quantité de lait jusqu'à l'après-midi. Enfin, la décision de jeûner ou pas vous incombe. La dérogation divine est valable pour vous comme pour les femmes enceintes. C'est à vous de choisir le mode d'allaitement que vous souhaitez. Dans tous les cas, choisissez la douceur. Votre bébé s'en souviendra. Que notre jeûne soit agréé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laximi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Le LGF sur France Maghreb 2, on est en plein cœur de cette campagne électorale qui se terminera d'ailleurs demain. On est en train de parler des européennes avec Mehdi Chebaiki, avec Yasser Louatier, notre invité aujourd'hui, Najib Azergui, tête de liste de l'UDMF, 34e liste à s'être ajoutée. Donc à ce beaucoup de listes, beaucoup de choix. Najib, est-ce que ça c'est pas une difficulté en soi déjà ?
C'est toujours une difficulté en soi. Et justement, il était important d'être présent à ce rendez-vous-là, notamment lorsqu'on sait qu'il y a déjà 2 listes clairement anti-musulmans. Oui, exact. Mais pas que, je dirais. On a beaucoup parlé des 2 dernières listes identitaires, mais on pourrait parler de Marine Le Pen. Hein, c'est le Rassemblement National est également une liste anti-musulmans. On pourrait parler de Debout la France. Hein, c'est également une liste anti-musulmans. Et puis des Patriotes. Donc déjà sur ce scrutin-là, on n'a pas loin de 5 listes déjà qui sont clairement anti-musulmans. Il était important qu'on puisse être présent à ce rendez-vous-là. Il en fallait une. Alors, qu'il soit déclaré pro-musulman. Anti-musulman déclaré. Oui, déclaré. C'est la gauche qui se dit. Oui, après, les Républicains, également les Républicains, on pourrait en parler, effectivement. Eux qui veulent ajouter les racines chrétiennes au sein de la Constitution européenne. On ne dit pas qu'ils font du christianisme politique. Bon, nous, à partir du moment où on essaye de défendre la souffrance de certains concitoyens de confession musulmane, on pense qu'on fait de l'islam politique et c'est cette rhétorique, à un moment donné. La question de Mehdi Chebaiki, tu nous rappelles, Mehdi, avant la pub, par rapport à Najib Bazargui? C'était sur les objectifs. Oui, voilà, tes objectifs, exactement. C'est les objectifs. Alors non, c'était pas les objectifs. Alors il a parlé sur effectivement que le fait d'interpeller la nation. Voilà. On pouvait le faire sur d'autres moyens, support, y compris le support associatif. À cela, moi, ce que je répondrais, c'est qu'effectivement, on peut le faire sur différents supports et différentes organisations et différents terrains, y compris, et là, c'est le y compris qui est important, y compris sur le terrain politique. Aujourd'hui, il ne vous est pas échappé que beaucoup de lois clairement liberticides étaient clairement dirigées par la classe politique envers tout un pan de la communauté nationale. Je pense notamment à la dernière circulaire qui veut interdire l'accompagnement de mamans voilées dans des sorties scolaires. Et donc, je pense qu'il y a un problème qui est devenu un problème politique, et c'est pour ça que l'UDMF n'est pas une offre communautaire en soi, mais répond effectivement à un problème qui est le suivant, c'est que le musulman étant devenu un problème politique récurrent dans la vie politique de notre pays, c'est devenu un thème et un argument de campagne récurrent dans la vie politique de notre pays, et que malheureusement ce procédé a fait en sorte que tous les partis qu'on connaît aujourd'hui, depuis l'extrême gauche jusqu'à la droite et son extrême, ont tous essayé de dépasser Marine Le Pen par la droite. Et clairement, à un problème qui est devenu un problème politique et non pas communautaire, il faut, à mon sens, y répondre par une réponse politique. Mais est-ce que les musulmans attendent justement un parti comme le vôtre pour être défendu ou représenté? On le verra effectivement au scrutin, mais en tout cas pour l'accueil qu'on a sur le terrain, en tous les cas. Ouais. Vous faites campagne partout aujourd'hui? Alors, on est sur une large partie du territoire national, mais l'écho, en tous les cas, qui accompagne notre participation est extrêmement très favorable. Beaucoup de personnes se sont exclues du terrain démocratique parce qu'ils ne croyaient plus en l'offre politique de notre pays. Est-ce que les bulletins seront disponibles partout en France ou pas? Alors ça, c'est une question qui est importante. Je sais, mais elle est importante. Alors nos bulletins ont été validés par la commission de propagande. Donc du coup, aujourd'hui, on va livrer dans certains bureaux de vote, pas sur l'intégralité des bureaux de vote nationaux. Donc il faudra télécharger le bulletin. Et ça, c'est très important. Merci Christophe de me donner l'opportunité de le placer. Il faut véritablement, si les personnes ont envie de faire entendre leur voix, télécharger notre bulletin sur notre site de campagne. Et je rappelle l'URL, c'est UDMF, comme l'Union des démocrates musulmans français, udmf.fr/Europe. Et là, vous avez la possibilité de télécharger notre bulletin. C'est un bulletin en format A4, d'accord? Donc, il est en mode paysage, et vous n'aurez plus qu'à aller le 26 mai, donc dimanche prochain, le glisser dans les urnes de la République. Shaima est avec nous. On a la stratégie et maintenant les objectifs. Les objectifs, effectivement. Alors, juste une chose, je tenais à le dire pour nos auditeurs. Voilà, il se trouve que je tutoie Najib Bazargui à la radio. Ce n'est pas un manque de respect du tout, parce qu'il mérite tout à fait le respect comme tous les autres invités politiques qui pourraient passer à la radio, y compris les plus pas les plus prestigieux, mais les plus connus. C'est simplement que, étant donné qu'on avait déjà eu l'occasion de se parler avant et qu'on va pas faire des faux semblants, on se tutoie. Voilà. C'est pas du tout parce que c'est un monsieur qui se dit musulman qu'on se permet de le tutoyer. Absolument pas. Bien, bonne précision. Donc, aucun souci avec ça. Les objectifs. Ouais. Alors les objectifs, le but c'est de faire le plus grand bruit durant ces élections-là. Ouais. C'est déjà ce qui a été fait, donc c'est déjà une victoire en soi suite à cette participation pour une élection nationale, je le répète. Ouais. Alors après, effectivement, nous on vise clairement une présence au sein du Parlement européen. Pour cela, il faudra faire 5%. 5%. Et écoutez, moi je dirais maintenant c'est les électeurs qui. Le budget de la campagne, c'est combien? Alors nous on avait un devis pour uniquement fournir les bulletins de vote et non pas toutes les circulaires, parce que c'était impossible, mais juste les bulletins de vote. Donc les 34 millions de bulletins de vote, c'était l'équivalent de 200 000 euros. Ouais. Ça, c'était quelque chose qui était encore envisageable, sauf qu'on s'y est pris avec une semaine de retard par rapport aux autres. Et le délai ensuite entre la commission de la propagande au niveau des bulletins de vote et le dépôt
de ces bulletins de vote. On nous a laissé 48 heures pour livrer l'intégralité des bulletins de vote, ce qui était techniquement infaisable pour nous. Vous pensez vraiment, objectivement, faire 5%, Najib ? Je l'espère. Ouais. Entre l'espoir. Voilà. Maintenant, l'espérance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il y a le rêve, mais l'objectif. C'est ça. C'est 5%. C'est ça. C'est en tout cas le fait de faire le plus. C'est là où j'ai un peu de mal. Voilà, c'est là où j'ai un peu de mal avec le discours que tu nous donnes aujourd'hui. Je ne remets absolument aucunement en cause ta sincérité dans l'engagement qui est pris et dans la cause notamment. Mais je reviens à la même chose que ce qui avait été dit lors de l'élection présidentielle lorsque l'UDMF nous avait dit qu'il aurait les signatures. Ça boucle un peu. En fin de compte, effectivement. Donc pour répondre à ta question, moi je te dis, ce sont les citoyens et les électeurs qui trancheront sur cette question-là. En ce qui est de ma sincérité et de mon ambition, elle est celle que je viens de te dire. Oui, mais moi l'objectif qui m'intéresse, ce serait par exemple, voilà, dans la stratégie de me dire, c'est la première fois qu'on arrive déjà, comme tu l'as dit, c'est une réussite, arriver à pouvoir postuler à une élection nationale. Tu l'as dit, je le répète, c'est une réussite et je vous en félicite. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de dire, aujourd'hui on vise 0,8, 0,9 parce que c'est la première fois et qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et si on obtient ça, déjà, ce serait un sacré coup de pied dans la fourmilière de dire que près de 1% des citoyens ont voté pour l'UDMF. Mais arriver sans moyens au milieu de 34 listes avec certainement un raz-de-marée à droite, et heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup de partis islamophobes parce que ça va pouvoir morceler les voix. Mais dire alors je vous le souhaite, mais là c'est dans le souhait. Restons sur le souhait alors. Le souhait BA. Non, c'est utopique. Travailler. Est-ce que c'est utopique? Non, je comprends la démarche de Mehdi Najib. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 5% des partis comme le Modem, avec tout l'argent qu'ils ont et les relais locaux qu'ils ont du mal à faire 5%, arrivent à faire Le Parti socialiste risque d'avoir du mal à faire 5%. Le Parti socialiste, voilà. Alors aujourd'hui, lorsqu'on me dit l'objectif est de 5%, j'ai du mal à l'entendre. Et c'est pour ça que je parlais d'objectif et c'est ça qui m'intéresse. C'est peut-être de revoir cet objectif à la baisse. Si on parle de l'abstention, si on parle ne serait-ce que de l'abstention, tu sais que le premier parti de France est l'abstention et que parmi justement ceux qui aujourd'hui s'abstiennent de s'exprimer dans les urnes de la République, beaucoup sont de confession musulmane et pour des raisons qu'on a déjà citées, et on espère justement un sursaut de conscience, une conscientisation de ces personnes-là pour pouvoir justement se faire mieux représenter demain au Parlement européen. 5% c'est environ 2 millions environ 1 million. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Yasser, on t'a pas entendu depuis tout à l'heure là. J'écoute avec attention. Oui, je sais que t'écoutes. J'avais jamais rencontré Najib auparavant. Je suis content de faire sa connaissance, surtout ici au siège qui est France Maghreb. Maintenant, moi, j'entends des choses et c'est vrai que j'ai des questions qui viennent à l'esprit. Par exemple, quand vous dites on espère avoir un sursaut. Bon, déjà, je vais quand même citer une petite anecdote. J'étais une fois à Varsovie à l'OSCE pour une conférence et un autre parti qui est à peu près sur la même lignée que vous, ces cadres, me prennent en aparté après mon intervention. Bon, on se connaissait de vue, mais voilà, on n'a pas fait de faux semblants, comme vient de dire Mehdi. Et voilà, Yasser, les questions de vote, d'abstention, etc. Et moi, je leur dis, mais vous n'avez pas l'impression de mettre la charrue avant les bœufs en constituant un parti politique d'un côté, mais qui est absent du quotidien des personnes que vous espérez attirer pour voter pour vous. Ça veut dire que lorsqu'il y a des problématiques qui émergent à longueur d'année, des polémiques à n'en plus finir, soit sur des questions identitaires, des questions sécuritaires, des questions économiques, des questions écologiques, c'est que on vous voit pas. Et là, vous venez aux élections et vous dites, venez voter pour nous. Et je parle pour ceux, pas pour vous, mais pour ce parti qui m'avait. Tu peux parler pour eux aussi, hein. Je l'avais pris pour l'UDMF. Je fais le parallèle pour en arriver à l'UDMF. Eux, en fait, ils disaient, oui, mais voilà, mais ça demande, ils se plaignaient du travail que ça demandait. Je dis, mais excusez-moi, mais vous pouvez pas déserter le terrain et appeler ce que le terrain vienne voter pour vous le jour où vous vous présentez aux élections. Et donc là, c'est vrai que concernant l'UDMF, c'est vrai que moi je vous vois assez régulièrement, avec l'algorithme de Facebook fait que vous apparaissez régulièrement sur ma timeline. Par contre, on n'a pas parlé de l'UDMF, veut dire entre deux élections. Par exemple, quand il y a des manifestations, lorsqu'il y a des mobilisations, lorsqu'il y a des initiatives citoyennes qui sont lancées ici et là, c'est vrai que peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, l'UDMF n'est pas visible entre deux élections pour venir prétendre à ce que des gens viennent voter pour eux. Surtout
lorsque l'électorat que vous ciblez est connu pour son abstention. Ça veut dire un électorat qui vote pas, qui a démissionné, etc. On va pas refaire le monde et disséquer cette problématique. Maintenant, moi, la question que je vous pose, c'est que comment espérez-vous atteindre 5%? Et c'est pas une question, c'est vraiment une question sincère. C'est comment faire 5%? Est-ce qu'il y a eu, je vais reformuler pour pas être, est-ce que un travail terrain nécessaire a été fait depuis, on va dire, au moins un an, comme notre parti de terrain, comme la France Insoumise, alors avec tous les désaccords, et Dieu sait que j'en ai avec ce parti, et particulièrement avec... La République, c'est moi! Ouais, voilà, avec un islamophobe laïcard comme Jean-Luc Mélenchon, qui jamais n'aura ma voix. Par contre, eux, sur le terrain, on voit que ça laboure, c'est régulier, c'est constant. Il y a un travail qui fait que eux, lorsqu'ils viennent à une élection, ils peuvent prétendre avoir déjà labouré un terrain qui là sera pour eux. Est-ce que vous pensez avoir fait ça en toute honnêteté? Justement, je vais déjà répondre à cette question qui est la plus, je pense, c'est celle que tu dis, enfin, que vous disiez, à savoir quel est le travail de terrain. Bon, alors, j'ai bien compris que tu ne suis pas forcément l'actualité de l'UDMF. Alors, nous, on n'a pas fait un travail de terrain depuis seulement un an. On fait un travail de terrain depuis maintenant 7 ans. Ce qui nous a permis, justement, de pouvoir nous enraciner aujourd'hui. Najib, je t'arrête 2 secondes. Parce que là, franchement, d'entendre ça, c'est un peu limite. Parce que moi, je suis vraiment dans l'actualité. Effectivement, je suis au fait de tout ce qui se passe. Excuse-moi, vous êtes absent de beaucoup de choses. L'UDMF, les communiqués, je les reçois jamais. Je ne dis pas que vous n'êtes pas au fait de beaucoup de sujets d'actualité, mais quand on voit des manifestations, on voit jamais l'UDMF qui fait appel. Non, alors ça, je suis pas d'accord parce que. T'as le droit de pas être d'accord, mais nous, on est là aussi pour te dire ça. J'ai le droit de répondre à. Évidemment. Alors, du coup, l'UDMF est signataire de plusieurs appels. Ouais. On est signataire et également on participe à beaucoup de manifestations. Alors on est effectivement un parti extrêmement modeste. Tu as cité justement France Insoumise. Faut pas comparer des grosses machines qui sont ancrées maintenant depuis plusieurs décennies dans le paysage politique. Non, la France Insoumise existe depuis pas longtemps. On parle de Mélenchon. Non, on est d'accord. Et donc on parle de députés, on parle de personnes qui ont des subventions publiques. Moi je parle de militants de terrain, des militants de terrain qui sont pour l'ensemble, l'intégralité, ce sont tous des bénévoles, ce sont des personnes qui ont un travail, donc qui travaillent en parallèle et qui donnent du temps de libre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont bien conscience que ce qui se passe dans ce pays-là, ça se passe pas bien. Et donc, ce qu'on fait dans des rassemblements, mais pas simplement en Île-de-France, mais un peu partout en France aujourd'hui, alors il faut suivre notre actualité, donc il n'y a pas de problème, j'ai pris note que on te rajoutera dans notre communiqué de presse, et on te les enverra régulièrement, de façon à ce que tu puisses suivre effectivement notre actualité. Après, effectivement, il faut aussi... pour finir avec Christophe, il faut en parallèle peut-être nous donner la parole et nous inviter pour pouvoir expliquer. On t'a invité, Najib, arrête. On t'a invité ici. Mais je sais que on t'a invité plusieurs fois, même toi, Eric, plusieurs personnes de l'UDMF étaient venues. On a eu le plaisir. Ne fais pas le procès de ne pas avoir invité. On a eu le plaisir de venir à plusieurs reprises sur tes ondes. Notamment par rapport aux élections législatives qu'on a concouru, où l'UDMF a fait plus de 5% dans certaines circonscriptions. Du côté de Mantes-la-Jolie, par exemple. Exactement. On a demandé à venir, on nous a pas invités. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. Sur les ondes de France Maghreb. Tout à fait. Ici. Samira t'a appelé. Et effectivement, il y avait à un moment donné un petit problème et un petit trouble. Et on n'a pas été invité. Encore une fois, on ne force pas la porte des... Non, mais moi, je parle de l'UDMF. Non, mais réponds. Est-ce que j'ai invité les autres? Je parle de l'UDMF, là, en l'occurrence, par rapport à la question. Non, mais parce que, question que tu citais. Si tu veux en parler, on va en parler. Non, moi, je comptais pas le faire. Mais non, mais Christophe, là, tu me poses la question, à savoir pourquoi on n'en voit pas. En direct, à l'antenne, tu portes une accusation d'Agip. Je suis obligé de répondre. Je te dis simplement qu'effectivement, si on nous invite, on viendra et on exposera, effectivement, les projets qu'on met, oui, je ne vous ai pas invité parce que, effectivement, il y avait quelques problématiques que je ne souhaite pas soulever ici parce que c'est dans l'intérêt de personne. D'accord? Et j'ai invité ni vous, ni l'autre. Ah non, mais je parle pas des autres, Je parle encore moi, je parle des autres aussi, moi. Ah bah, écoute, y a pas de souci. Donc, ceci est parenthèse refermée, ce qui ne nous a pas empêché de faire 5% au législatif. Donc, très bien. Tout à fait. À la limite, vous seriez invité, vous auriez peut-être pas fait 5%. Et justement, la réponse à Yasser, c'est effectivement que, ce score-là, s'il est significatif, c'est parce que derrière, il y a des équipes de terrain. Et effectivement, ce qui nous manque aujourd'hui, et ça, c'est une vraie question que Christophe soulève, c'est un manque de relais. Des équipes de terrain parisiennes. Parisienne, aujourd'hui,
à Marseille, aujourd'hui sur Lyon, aujourd'hui sur Nîmes, aujourd'hui sur Avignon. Alors sur Lyon, excuse-moi. Mehdi, je finis juste cette partie-là, s'il te plaît. Sur jouer les tours, sur Rouen, sur beaucoup. Il y a une vraie effervescence aujourd'hui sur l'offre politique, et c'est vrai que ce qui nous manque aujourd'hui, clairement, ce sont des relais qui puissent effectivement nous donner la parole sur ces opérations-là. Et c'est vrai que des équipes électorales. Si on nous empêche effectivement de pouvoir communiquer là-dessus, si des organisations qui sont aujourd'hui en place et qui ont fait, et encore une fois il faut le saluer, un travail remarquable, on arrivera difficilement à se faire entendre. Mais c'est pas parce qu'on va pas nous donner la parole ou nous tendre le micro, c'est un peu ce que fait les médias de masse, on ne s'empêchera pas de continuer à travailler sur le terrain. Alors je vais être un peu plus précis dans la question parce que là justement alors j'ai pas tout à fait la vision de Yasser, je n'ai pas non plus tout à fait celle de Najib, mais je suis un peu entre les deux. Yasser parle d'un labour du terrain qui est primordial. Là-dessus il a 100% raison. Et pour lui il ne sert à, si je ne veux pas détourner les propos de Yasser, mais il ne sert à rien de s'engager en politique si à la base on n'a pas labouré le terrain humain, associatif, économique, local. Et à ce sujet, voilà, moi alors là je vais parler de Lyon, enfin de l'agglomération lyonnaise parce que je la connais, je connais un peu les gens qui y sont. Il n'existe aucun lien, en tout cas à ma connaissance, entre l'UDMF ou un quelconque autre parti dit communautaire musulman et le réseau associatif lyonnais, le réseau religieux lyonnais, le réseau économique lyonnais. Bah écoute, tu sais quoi. C'est sa région, hein. Najib. Je crois qu'on s'était rencontrés aussi dans le centre Tahouid de Lyon. Non. Oui, exact, tout à fait. Oui, pardon, c'est vrai. Tu vois deux fois. Oui, c'est donc tu vois bonne mémoire. Que déjà rien que sur ça, c'est un peu incohérent par rapport à ce que tu viens de dire. Donc effectivement. Non, alors là, non, mais après que tu connaisses pas. Non, mais que tu ne connaisses pas effectivement. On essaye. Tu vois, j'essaye d'avoir un discours qui permette à tout le monde. J'essaie de te répondre, d'avoir des choses en plus. Si on rentre dans la petite attaque personnelle, on n'est pas là-dedans. J'essaie de répondre, Mehdi, à justement une tribune qui est quand même à charge. Parce que si tu veux parler de cohérence et d'incohérence, on peut y aller. Et puis moi je vais te dire, à ce moment-là, on peut revenir sur l'élection présidentielle. Lorsque tu disais oui, nous aurons les 500 signatures, c'est quasiment fait. On peut en parler de ça aussi. Où est la cohérence là-dedans? Alors, on va en parler. Najib, à aucun moment tu n'aurais pu avoir une signature. Et tu nous disais que tu allais avoir 500 signatures. Et on en a combien Combien? Non, on en a combien? Parce que tu suis. Combien, je te le demande. Donc tu les suis ou pas? Donc pour toi, on n'a eu aucune signature. Non, combien? Non, sur les 500, il y en a combien? Toi, tu dis qu'on en a eu aucune. Non, mais si, je me rappelle plus. Tu te rappelles plus. Là, t'es en train de débattre avec quelqu'un qui est dans ton camp idéologique. Non, je suis désolé. Sur la forme, tu es en train de tout à l'heure avec un opposant. Tu es en train sur la forme, tu es en train de débattre avec un opposant. Moi, je cherche pas le conflit avec toi. Et au contraire, je souhaite que l'UDMF réussisse. Je souhaite que l'UDMF réussisse. Mais 5 minutes, si je peux te couper là. Non. Certaines questions. Alors, si tu penses que le fait de te répondre, c'est se braquer, ça va être un peu compliqué, je pense. Mehdi, juste par rapport à ça, la première question que tu m'as posée, c'est déjà sur la sincérité de l'UDMF. La deuxième, c'est vous n'êtes pas présent au sein des organisations qui travaillent sur Lyon. Ensuite, c'est écoute, très franchement, pour les présidentielles, vous n'avez aucun parrainage. Donc à un moment donné, tu peux pas dire que t'es de notre côté, puisque depuis tout à l'heure, tu ne cherches que effectivement. Attendez, monsieur, on ne comprend plus rien. Alors, s'il vous plaît. Non, je suis désolé. Quand est-ce que j'ai remis en doute dans cette émission c'est moi qui suis désolé. L'honnêteté et les bonnes intentions de l'UDMF? Attendez. Je n'ai entendu que ça et je pense que les auditeurs Najib, on va juste remettre les choses au clair. C'est très important. Tu sais que t'es dans une émission que tu connais. Pardon, Mehdi. T'es dans une émission que tu connais qui s'appelle le Grand Forum. Et ici, on sait recevoir les gens avec élégance, gentillesse. On sait aussi poser les questions parfois qui fâchent. Et on a le droit, aujourd'hui, ici même, sur France Maghreb 2, de te recevoir et de te poser la question de la sincérité, de l'objectif, de tout ce qui s'ensuit. On veut tout savoir, nous, d'accord? On a ce devoir aussi de se poser des questions que les citoyens peuvent se poser. Et ne prends pas ça pour une attaque personnelle, mais dis, et comme il te l'a rappelé, il te le dit, il est dans ton camp idéologique, d'accord? Mais il essaie de comprendre pour essayer justement de te laisser l'opportunité de t'exprimer et de pouvoir dire des choses. Ne prends pas pour une attaque. Pourquoi tu te sens attaqué comme ça en permanence? Ici, t'es pas dans un, on n'est pas en guerre. Non, mais à partir du moment où je réponds à ces questions, il me semble que j'ai répondu à ces questions. Si je réponds aux questions de Mehdi, ce n'est pas en soi le fait que je me sens attaqué. Je réponds à ces questions. Alors peut-être qu'effectivement, ça va pas dans son sens à lui. C'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Il s'en fout, il est là pour poser des questions, mais il est pas là pour que tu ailles dans son sens. Et moi, je suis là pour répondre aux questions. Et ben voilà, donc depuis tout à l'ure, je réponds aux questions de monsieur Mehdi. Najib, notamment. Deuxième question, parce qu'on a Shaima qui est là, évidemment, qui est très patiente. On va l'accueillir dans un instant. La dernière question, Najib, parce que ça passe très vite.
pourquoi il faut voter UDMF ce dimanche. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Conclusion de cette émission avec Najib Azargui de l'UDMF qui se présente pour les européennes de ce dimanche, cher Najib. Avant d'accueillir Shaima qui a été très patiente, qui a écouté de bout en bout les débats. Najib, pourquoi il faut aller voter UDMF dimanche ? Eh ben, il faut aller voter l'UDMF si on veut tout simplement défendre ses droits, défendre les libertés individuelles qui sont aujourd'hui clairement menacées. On le voit par les politiques et par un discours extrêmement violent ces dernières années vis-à-vis des citoyens de confession musulmane. Faut simplement se rappeler, il y a pas très longtemps quand même, de Nadine Morano, députée au Parlement européen, qui disait que la France était de race blanche et de culture chrétienne et qu'il fallait limiter le nombre de musulmans. Ces discours extrêmement identitaires, dangereux, aujourd'hui c'est devenu presque monnaie courante. Ouais. Clairement, qui aujourd'hui sont des tisseurs de haine, qui cherchent à diviser justement le peuple de France, c'est clairement pas l'UDMF, ce sont effectivement des pyromanes de la République qu'il faut combattre et dénoncer le 26 mai dans les urnes de la République. Une voix différente, l'UDMF, pour s'exprimer dans les diverses possibilités que nous avons ce dimanche. Shaima est avec nous au 01 40 39 000. Bonsoir, vous avez été très patient, vous avez écouté. Quelle est votre analyse très rapide parce qu'on est pris par le temps, Shaima? Alors il est vrai que l'UDMF c'est quand même un parti dont j'avais entendu parler il y a quelques années. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau de sa visibilité, que ce soit dans les réseaux sociaux ou que ce soit sur le terrain, c'est vrai qu'elle est quasi inexistante pour nous. Nous, les musulmans de France, en gros. Mais c'est au-delà de ce parti et puis des autres partis. Moi, c'est véritablement l'Union européenne qui au début était un idéal pour nous et qui s'est transformée en une grande fumisterie, en fait. Pour la simple et bonne raison que, si je dois prendre un exemple, par exemple, on a eu le non lorsqu'on avait voté non et qu'on se retrouve 2005, avec le TUE et le TFUE votés à Lisbonne. Pareil, lors de la victoire d'Alexis Tsipras, qui avait décidé d'un autre choix pour son pays. Là, c'est Jean-Claude Juncker qui monte au créneau et qui dit qu'il ne peut y avoir, et là la phrase a été magistrale, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est là qu'on se rend compte que c'est quand même pas ce qu'on attendait nous de l'Europe. Certes, il y a une libre circulation des biens, des capitaux, des personnes, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus une politique qui étouffe les peuples. Et c'est pour ça que l'enjeu est quand même assez grand. Beaucoup de personnes pensent que c'est loin, Bruxelles, ça ne nous concerne pas. Non, ça nous concerne directement, parce que tout ce qui est directive, règlement, ça vient sur nos têtes tout de suite après. Dernière question et rapide, s'il vous plaît. Dimanche, vous allez aller voter. Oui, vous avez fait votre choix ou pas encore? Ouais. Je vote Asselineau. D'accord. Merci, Shaima. Bonne soirée, à bientôt. Najib, on rappelle pour toutes celles et tous ceux, parce qu'on est écouté un petit peu partout en France, bien sûr, qu'il n'y aura pas forcément le bulletin UDMF dans les bureaux de vote et qu'il est important de le télécharger au préalable si on souhaite évidemment faire entendre sa voix. Très important sur notre site, donc je rappelle l'URL udmf.fr/Europe et il suffit de le télécharger sur un papier blanc, de l'imprimer sur un papier blanc format A4 en mode paysage. C'est très très important. D'accord. Si tu le veux bien, mon cher Najib, je t'invite d'ores et déjà pour une prochaine émission et après les élections, histoire qu'on fasse retomber un peu tout ça et qu'on vienne en paix ici ensemble et qu'on puisse s'exprimer avec chacun nos divergences. Je suis venu en paix et je repartirai en paix. Bon, très bien. Même avec Mehdi Chebaiki, parce que c'est important. Oui, on aura l'occasion. Non, on le fera devant tout le monde, parce que c'est important. Déjà, moi et lui, je pense que c'est important qu'on puisse clarifier certaines choses. Non, mais j'aime pas qu'on remette en cause, si tu veux, la légitimité de mes chroniqueurs. Et Mehdi Chebaiki est quelqu'un qui a toute ma confiance. Najib. Bonne chance. On le fera, mais bonne chance, évidemment. Bonne chance pour les élections. Maintenant, un conseil, si je peux donner juste un conseil. Enlève cette carapace de politicien à la française qu'on entend tout le temps là et sois plus naturel, comme tu l'as été hors antenne. Merci avec mon tes Najib. défauts, avec tes qualités. Bien sûr, on a tous nos défauts, nos qualités, mais voilà. Merci mon Najib. Bonne chance en tout cas pour cette élection et à très bientôt Najib Azargui. On reviendra, on fera un débat et on s'exprimera sans langue de bois, comme on le fait, en se respectant, c'est important. On le fera, tu seras invité avec Eric, avec Samira, avec toute l'équipe de l'UDMF qui est toujours venu ici. Ah, ça va faire du monde, mais ça sera avec plaisir. Ouais. Exactement, on te mettra aussi du monde en face de vous et on fera un débat. Il faut que la démocratie puisse s'exprimer. Les élections et
Après les élections. Si je peux me permettre, ce sera après les élections, et je pense qu'on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Exact. Parce que on n'est pas là pour se tirer dans les pieds avant les élections. C'est pas l'objectif. Par contre, après, on pourra évoquer. Voilà. C'est bien de le souligner, parce que c'est vrai que honnêtement, en toute sincérité, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti en arrivant sur le plateau. Non, je préfère être franc avec vous. On est en plein. On va être franc. Alors s'il nous reste 30 secondes, si tu veux qu'on rentre dans la juste pour finir, Merdi, si tu permets. Attends, on est sur une période, on est quand même sur une période qui est même particulière, qui est celle du mois du Ramadan. On est tous en train de jeûner, donc faisons très attention effectivement à nos propos. C'est tout à fait normal. Moi, je suis en campagne. On est tous un peu fatigués en fin de campagne, ce qui est tout à fait normal. Si mes propos ont effectivement heurté la sensibilité de Mehdi, je tiens à m'en excuser. C'était clairement pas mon intention. Mais voilà, moi j'ai trouvé que l'accueil qui m'avait été fait par rapport à cette proposition avait été très à charge. Et voilà, en toute transparence, et c'est un peu, je crois, le maître mot de cette émission. Bah voilà. Et encore, t'as eu de la chance qu'on était en Ramadan, parce que Yasser Louati est beaucoup plus nerveux d'habitude. Je dis ça, je dis rien. Mais non, en plus, là, tu vois, non mais Mehdi, c'est bon, on y va. Non, on y va là. On est en retard. C'est simplement une chose, c'est que vu qu'il pense que l'émission était à charge, eh bien, faut qu'il sache une chose. C'est que si on avait abordé certains sujets, parce qu'à ce moment-là, on va dire les choses politiquement, si tu penses, Najib, que l'émission était à charge, si on avait abordé certains sujets, on aurait pu rentrer beaucoup plus dans j'aurais pu te mettre en difficulté de manière beaucoup plus évidente. Alors, dire qu'aujourd'hui tu as été reçu à charge, c'est quand même se fiche un peu de la gueule de nos auditeurs. Bon, Najib, tout va bien? Moi, tout va bien. Bon, alhamdoulilah, et bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup. Merci Yasser Louati. T'as été spectateur aujourd'hui, dis donc, hein? Bah, je découvre le DMF et Najib, donc j'ai pas fait un procès d'intention, donc j'écoute et très bien. Tout à fait honneur. Merci bon Yasser. Merci à tous et rendez-vous demain en direct. Demain, alors on va changer de sujet, on va quitter la politique parce que évidemment l'élection c'est donc dimanche. On va quitter la politique, on va aller voir les démunis, les plus démunis au chapiteau du côté de Saint-Denis. On sera en direct des tables du Ramadan organisées par le Secours Islamique. Demain entre 15h et 18h pour une grosse après-midi. On va essayer d'aller à la découverte donc de tout ce personnel qui se plie en 4 donc pour offrir des repas, plus de 1000 repas par jour. Merci beaucoup Najib, à très bientôt. Merci d'écouter France Maghreb 2. Dans un instant, ne bougez pas, le grand jeu du Ramadan avec un peu de retard. Certes, il est 18h04. Et c'est Marc Salbert pour l'actualité. Bonsoir Marc. Bonsoir. La liste des convocations contestées de journalistes à la DGSI s'est encore allongée, comme Ariane Chemin, grand reporter au quotidien Le Monde. Pour ses articles sur l'affaire Benalla, le président du directoire, Louis Dreyfus, a fait savoir qu'il devait lui aussi se rendre le 29 mai dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure, dans le cadre d'une enquête ouverte pour révélation de l'identité d'un membre des unités des forces spéciales. Un nouveau recours en justice contre la décision de la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler la procédure de privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac après l'État français qui s'est pourvu en cassation. Casil, l'actionnaire chinois dont la part s'élève à 49,9% suite au rachat de titres en 2015 pour 308 millions d'euros, a annoncé aujourd'hui à son tour son intention de saisir le Conseil d'État. Le président du Paris Saint-Germain mise en examen. Nasser El Khelaifi, d'abord entendu en tant que témoin assisté dans l'affaire de l'attribution des mondiaux d'athlétisme de 2017, est maintenant poursuivi pour corruption active. Les juges d'instruction financiers chargés du dossier s'interroge sur 2 versements d'un total de 3,5 millions de dollars réalisés en 2011 par une société détenue en partie par l'actuel patron qatari du PSG et de beIN Sport au profit d'une société dirigée par le fils de l'ancien président de la Fédération internationale, le Sénégalais Lamine Diack, est lui aussi mis en examen. Il est soupçonné d'avoir favorisé la candidature de Doha au championnat du monde d'athlétisme et aux Jeux Olympiques. Au dernier tournoi de préparation avant le coup d'envoi dimanche de Roland-Garros à Lyon, Benoît Paire s'est qualifié pour les demi-finales en réalisant une bonne performance en battant le 23e mondial, le Canadien Denis Shapovalov. Jo-Wilfried Tsonga a été en revanche éliminé par le 18e mondial, le Géorgien Nicolas Basilashvili. Chez les dames à Strasbourg, la jeune Chloé Paquet, âgée de 24 ans, 223e mondial, est parvenue à décrocher un ticket pour le dernier carré. Il y aura une Française en finale dans la capitale alsacienne puisque sa prochaine adversaire sera la numéro 1 des Bleus, Caroline Garcia. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France